Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. C'est la rentrée. C'est la rentrée aussi pour l'invité du direct sur Radio M. L'invité du direct, toujours le mardi, toujours en direct, un peu décalé dans la matinée pour cause de contraintes professionnelles, mais bon, on va s'adapter. Nous avons le grand plaisir de recevoir pour cette reprise, après 8 semaines d'interruption estivale, Monsieur Larbi Marhoum, architecte citoyen, c'est lui-même qui se définit comme ça. On peut témoigner qu'il est tout aussi architecte que citoyen, 3 fois prix national d'architecture, urbaniste par nécessité, c'est aussi lui qui se définit ainsi. Pour m'accompagner dans cet entretien, Hassan Haddouche, donc spécialiste aussi de ce type de questions. On va parler de beaucoup de choses avec Larbi Marhoum. On va commencer par ce qui nous tient le plus à cœur. Nous sommes algérois et on a eu cette très désagréable surprise de constater dans un classement international qu'Alger figurait parmi les villes les plus difficiles à vivre dans un panel de 150 villes choisies dans le monde. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des villes a priori beaucoup plus périlleuses qu'Alger qui étaient mieux classées. Je pense notamment à Tripoli qui est en situation de guerre. Est-ce que Alger mérite un si mauvais classement ? Non, je ne pense pas. Je pense surtout que nous avons quand même une certaine incapacité à vendre l'image d'Alger. Mais des échos que j'ai, des amis qui viennent sur Alger, ils n'ont pas ni une impression d'insécurité. C'est complètement le contraire. Au contraire, ils ont une espèce d'ambiance ici à Alger. Alger, c'est aussi des Algérois. Et ils ont tout de suite un attachement pour les Algérois. Et c'est toute la différence. Donc je pense que ces classements, c'est vrai qu'ils doivent tirer la sonnette d'alarme sur un certain nombre d'aspects liés au marketing urbain. Mais je ne pense pas qu'il faille s'attacher plus que ça. Ça, c'est le regard des gens qui passent à Alger. Oui. Mais parlons de ceux qui vivent à Alger. Est-ce que vous diriez que la qualité de vie des Algérois s'est en gros améliorée depuis 10 ans ? Transport, accès aux services, sécurité, tout ce qui fait que accès aux loisirs, on pense notamment à cette extension sur le littoral de l'Alger qui a été ouverte depuis 2 étés et qui fait que on a l'impression quand même que la qualité de vie s'est un peu améliorée. Elle s'est un peu améliorée. Alger, je pense que la population s'est démultipliée en 10 ans. Alger a accusé un retard en termes de stratégie de développement. On a un plan Alger 2029, il a mis pratiquement 8 ans à se mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez, ce plan, M. Marhoum ? On peut rappeler comment c'est l'ancien Wali, M. Haddou, qui l'a... Exactement, c'est l'ancien Wali, M. Haddou, qui avait mis en place ce plan stratégique Alger 2029. D'abord, Alger avait besoin d'un plan. On avait un PDO qui était approuvé en 84, qui est resté en souffrance, qui a été stoppé, qui a été conçu dans des conditions de température et de pression qui étaient différentes. On tombe il y a l'ouverture du marché de l'immobilier, l'économie de marché, des intervenants nouveaux, des enjeux économiques nouveaux, une pression sur le foncier qui était nouvelle, des besoins nouveaux, il fallait reprendre tout ça. Le plan a le mérite d'exister. Ce n'est pas juste une mise à jour, ce plan. Non, ce n'est pas une mise à jour. Ce n'est pas une mise à jour, c'est une vision stratégique Alger 2029 qui s'occupe, heureusement, d'un certain nombre de points stratégiques qui sont liés à la mobilité, qui sont liés au développement urbain, qui sont liés à une nouvelle manière de gérer le foncier. On peut retenir 3 ou 4 choses qui sont importantes dans la stratégie Alger 2029. C'est 0 hectare urbanisable en dehors de la limite qui a été fixée par le périmètre urbain, par les équipes qui ont fait les études, c'est important. Est-ce que c'est en cours d'application, ce 0 hectare ? Moi, j'habite là, une banlieue où il y a tous les jours de nouveaux hectares urbanisés. Sincèrement, je pense que cette histoire de 0 hectare, c'était une gageure de l'ancien Wadi, et je pense que, sans être dans le secret des dieux, c'est un des éléments de blocage du projet. C'est-à-dire que le projet était voué à l'échec à cause de ce genre d'options lourdes à gérer, c'est-à-dire que... On va revenir dessus. Les autres idées, 0 hectare, c'est une idée sur laquelle on va revenir. 0 hectare d'extension. L'autre idée qui était importante, c'était que les pouvoirs publics agissent en tant qu'acteurs économiques sur la gestion du foncier.
cette idée de créer la société Alger Métropole qui devenait un intermédiaire pour toutes les opérations immobilières, mais qui avait pratiquement un statut de privé, c'est-à-dire qu'il pouvait vendre, acheter, monter des opérations, s'associer à des privés. C'est une nouvelle manière de considérer cet accès au foncier dont on parle, les histoires de montage de projets immobiliers. Au jour d'aujourd'hui, l'État construit sur des terrains d'État pour des logements sociaux. On ne peut pas mettre 3 logements promotionnels dans un îlot de logement social. On ne peut pas mixer dans un même espace urbain des programmes privés et des programmes publics. On a l'impression que dans cette Algérie, il y a les deniers de l'État et il y a le reste. Et tout ce problème-là qui fait qu'on n'arrive pas à monter une économie autour de cette histoire d'urbanisme et d'aménagement urbain. Cet outil qui était Alger Métropole devait être une espèce d'accélérateur, enfin, un changement qualitatif dans la manière de considérer la gouvernance du foncier. Là aussi, c'est bloqué. C'est bloqué, on n'en a plus parlé. Ce qui était sous-jacent à la démarche de l'ancien Wali, et je pense que c'était le plus important, c'était une espèce de démocratisation des instances de l'État. Par la décentralisation, notamment ? Il y avait une forme de décentralisation qui était imposée. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a une espèce de descente de charge verticale, et c'est les ministères, c'est le pouvoir central, les départements ministériels qui définissent la politique, qui définissent les besoins et qui font tomber des espèces de grilles d'équipements à mettre, de nombre de logements, de nombre de machins sur le territoire. Et ça a souvent été vertical. Je veux dire, on a rarement vu une interaction entre des autorités, des pouvoirs locaux, je ne dirais pas des pouvoirs élus, mais au moins des pouvoirs locaux de l'échelle d'un Wali, avec le gouvernement. Ça a toujours été dans un seul sens. Quand un ministère décidait de mettre 5000 logements dans une wilaya, le Wali était chargé d'exécuter la politique du gouvernement et de trouver les terrains pour. Il n'y avait pas beaucoup de Wali qui disaient non, je n'ai pas besoin de 5000 logements, ou on va les faire comme ça, ou pas comme ça, ou l'autoroute, elle ne passe pas par là. C'est-à-dire que le territoire subissait des décisions centrales. Il y avait un maillon qui manquait, c'est le maillon de la locale. Et vous dites qu'Alger 29 allait changer cette façon de faire ? La manière dont a été conçu le projet, les arbitrages qui ont été décidés en haut lieu témoignent qu'il y avait une véritable prise de pouvoir des autorités locales. Il y avait des discussions, il y avait des arbitrages qui ont été pris pour le peu. Par exemple, quand on voit les projets de logement sur Alger, il y a eu une grande discussion entre le département ministériel de l'habitat, de l'urbanisme, de la construction, avec les autorités locales sur la manière de faire les logements. Et ça a été un grand problème. Je pense qu'ils se sont arrivés à des arbitrages à très haut niveau parce qu'ils voulaient faire, je ne sais pas, 4 000 5 000 logements d'un coup sur un territoire et que les autorités locales, notamment monsieur Haddou, étaient complètement contre cette optique. Très bien. Donc, voilà, c'est la première fois. Qu'est-ce qui va rester alors à ce moment-là si tout ça tombe ? Si cette approche-là tombe, qu'est-ce qui va rester de Alger 2029 ? Nous, on est inquiets. La grande puissance de ce projet, de ce feu projet, c'était qu'il apportait cette dimension de démocratisation de la décision politique, même si on reste dans un système étatique. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, la part de l'élu, la part du citoyen, la part de participation, elle reste dans sa petite portion, mais il y avait de véritables enjeux entre des niveaux de décision locaux et des niveaux de décision centraux. Je pense que sur cette question-là, la faiblesse de ce projet était que c'était porté par M. le Wali d'Alger. Et c'est le problème quand il n'y a pas d'arbitrage démocratique sur ce genre de questions, et le projet n'est pas porté par la société, n'est pas porté par les élus, il y a fort à penser que le départ de M. Haddou fasse dévier le projet d'un certain nombre de décisions stratégiques qui ont été annoncées. Alors Sincèrement, je ne pense pas qu'on retienne de ce projet le plus important. On va en retenir les éléments les plus formels. Tout le monde a vu au niveau de la maison d'Alger le projet complet, toute la charte qui a été annoncée autour des espaces publics d'Alger, avec une étude très précise, avec, j'allais dire, quand même un certain nombre d'options qui ont été décidées. Je ne pense pas que ce qui a été fait depuis 6 mois corresponde à cette charte. Donc il y a des espèces de petits abandons comme ça. On s'est remis à faire un peu comme on a l'habitude de faire.
Voilà. Donc pour moi, le projet, il y a des éléments qui sont partis, tout ce qui est structurant, tout ce qui est les grandes pénétrantes, les rocades, cette macro-structure qui a été lancée, je pense qu'elle est sauvée. Il y a pas, c'est important parce ça que peut pas être remis en cause, ça. Ça peut pas être remis en cause. Ouais. C'est très important. À la limite, ouais. ça va être le squelette qui va porter le. Mais tous les éléments de détail de ce plan-là, quand je dis détail, c'est voilà, c'est des stratégies un petit peu. Tout ça, je pense que voilà, ce n'est plus porté. Ce n'est plus porté parce que le Wali n'est plus là. Et donc, il y a des chances que ça s'effrite. Voilà, il y a des chances que ça s'effrite. Alors, vous avez touché un mot sur la maison d'Alger. C'est l'historial qui a hébergé pendant longtemps cette maison d'Alger, qui expliquait un peu ce projet Alger 2029. Il se trouve que vous êtes l'architecte qui a dessiné l'historial sur la rue l'Arbi Ben Mehdi. Et depuis quelques mois, cet édifice un peu en rupture avec le bâti entre guillemets haussmannien de la rue, il est fermé. Il est fermé. En dialectique avec le tissu haussmannien. En dialectique, pas en rupture. C'est pas le bon mot. Pas en rupture. Voilà, ça ne ressemble pas à l'ancien tissu. C'est une critique qu'on fait à votre immeuble. Eh ben, un immeuble critiqué est un immeuble qui suscite le débat et c'est déjà une réussite. Sur cette discussion d'architecture, on aura l'occasion de revenir sur cette question. Effectivement, il fallait dessiner un bâtiment dans un tissu hyper dessiné, haussmannien, et le dessiner en 2012 ou en 2013, quand on l'a fait, posait le problème du regard qu'on a sur cette architecture. Oui, on avait commencé à dessiner en 2002, on l'a livré en 2012 ou en 2013. Ça pose le problème du regard qu'on a sur cette architecture. Sur cette architecture, est-ce que c'est un patrimoine ? On a tout le temps ce problème de mémoire de considérer, d'abord de dire tissu colonial alors que je préfère dire tissu 19e. Je veux dire, le tissu, il n'a pas de connotation politique. J'avais écrit quelque part avec Mustapha Boumfodil qu'il n'y avait pas d'Ossares en architecture. Voilà, c'est un tissu. Pas d'Ossares en architecture. Pas d'Ossares en architecture. Et donc, c'est notre tissu. Vous aurez beaucoup aidé Madame de Fontenay, Geneviève de Fontenay, avec une expression comme ça. Donc il fallait écrire un bâtiment qui soit contemporain, qui soit intégré, qui réponde à des fonctions qui sont des fonctions particulières. Et on a joué un petit peu voilà, il y a une petite architecture de percement, en même temps une architecture avec de grands baies vitrées. Et c'est un bâtiment qu'il ne faut jamais voir de face, il faut le parcourir à partir de la place Emir Abdelkader. Et vous allez vous rendre compte que quand vous êtes debout sur la place Emir Abdelkader, que toute la partie qui est contestée, qui est celle du grand vitrage central, n'est pas visible. Que les deux pignons se continuent et on a l'impression que ce vitrage n'existe pas. Donc c'est un bâtiment qui n'est pas fait pour être vu en façade, c'est un bâtiment qui est fait pour le piéton qui marche. Voilà. Mais que devient-il ce bâtiment ? Parce que nous, on a beaucoup, nous citoyens d'Alger, on a beaucoup savouré son arrivée, on s'est dit ça va être un lieu pour la société. Ça devait être un lieu pour la société quand on l'avait conçu avec M. Taïeb Zetouni, ex-maire d'Alger Centre. Pour lui, c'était une gageure politique de récupérer ce terrain qui appartenait à une Française décédée qui n'avait pas laissé d'héritier. Et c'était une gageure pour lui de faire un bâtiment public, culturel, un petit peu interactif. Donc il devait contenir un certain nombre d'activités, notamment une petite salle de spectacle en bas, elle y est toujours, elle fonctionne peut-être. Un premier étage qui devait abriter une librairie spécialisée. Ça devait être un centre qui devait un petit peu travailler sur la mémoire d'Alger. Donc il y avait même des petits espaces pour les chercheurs qui pouvaient venir ici, consulter, avoir un petit... Enfin, il y avait un petit programme qu'on avait imaginé, mais le projet, à son inauguration, le Wali d'Alger de l'époque, M. Addou, avait émis le vœu de le récupérer pour exposer, pour en faire la maison d'Alger. Ce n'était plus l'historial, c'était devenu la maison d'Alger, c'est-à-dire un lieu où on exposait les projets stratégiques sur Alger. D'ailleurs, ils l'ont occupé tout de suite après l'inauguration et pendant près d'un an, on a vu donc l'exposition Alger 2029, l'organisation de débats avec la société civile, avec les élus. J'ai même participé par moments à des rencontres entre la wilaya et les élus d'un certain nombre de communes pour parler du projet. Donc pour moi, c'était, bon, même si ce n'était pas un projet culturel à destination grand public. Il conservait une fonction civique.
Il conservait une fonction civique, et du moment qu'il parlait d'Alger, qu'il abritait l'histoire d'Alger, qu'il racontait l'histoire et l'avenir d'Alger, il était dans son rôle. Mais bon, un des indices que le projet Alger Stratégie 2029 est quand même, je dirais pas en danger, mais je veux dire qu'il y a des questions à se poser, c'est que toute cette histoire s'est terminée du moment que M. Haddo était parti, que l'exposition a été démontée, que les gens qui travaillaient sur le projet qui occupaient les étages sont partis. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est un bâtiment qui appartient toujours à l'APC, dont on ne connaît pas la destination. Il faudrait peut-être œuvrer à ce qu'ils reviennent vers sa destination culturelle. Alors, ce qui nous amène là, c'est une forme de marketing d'Alger qui se déroulait sur place. Et au début de cet entretien, M. Albé Marhoum, vous avez parlé du mauvais marketing qu'on ne savait pas vendre à Alger. La preuve, ce classement qu'Alger ne mérite pas. Elle ne mérite pas ce classement. Elle ne mérite pas ce classement. Alors, vous êtes vous-même engagé puisque vous êtes algérois et que vous connaissez le potentiel de votre ville et que vous avez envie que le regard change sur ce potentiel et sur la réalité de cette ville. Vous êtes engagé dans une exposition à Paris bientôt. Oui, très bientôt. D'ailleurs, on est très en retard. C'est une histoire simple. C'est une histoire d'un confrère architecte qui débarque à Alger il y a 3 ans et qui ne connaissait absolument pas Alger, à qui on a aussi dit attention Alger, attention Alger. Et il est venu, il est tombé fou amoureux de cette ville, fou amoureux des Algérois. Et il m'a raconté une histoire un petit peu que j'ai vérifiée après. Il a à peu près la soixantaine. Il m'a raconté que pour cette génération de Français, il y avait une espèce de blanc sur Alger, lié à la guerre d'Algérie, et qu'il y avait toute une génération pour laquelle cette plage d'onde n'existe plus. C'est bizarre, Alger qui est un laboratoire d'architecture moderne, qui a beaucoup inspiré Le Corbusier et tout ça, elle n'existe pas dans l'enseignement de l'architecture, dans la discussion d'architecture française notamment, et ça fait une espèce de trou noir dans leur vie, et ils en sont tous traumatisés. Tous les gens de sa génération ont ce problème avec Alger. On n'en parle pas, ils ont envie d'y aller, ils ne savent pas s'il faut y aller, et lui il a fait le pas, mais quand il a fait le pas, il est complètement tombé sous le charme de cette ville. Il a tout de suite compris voilà, que c'était un site merveilleux, une ville merveilleuse, et que les Algérois étaient des personnes très attachantes. Et là, vous avez envie de le dire à qui, que cette ville est merveilleuse ? D'abord, cette ville est une ville partagée, parce que quel que soit X, on a une histoire en commun. Et on a aussi une espèce de thérapie de groupe à faire. Régler les problèmes de l'histoire et de la mémoire entre les Français et les Algériens est un problème qui se pose encore. On ne peut pas le régler indépendamment les uns des autres. La mémoire Alger peut être le prétexte Alger peut être le prétexte de relier des passerelles, de reparler d'un passé certainement douloureux. Il ne s'agit pas d'oublier. Vous n'allez pas à la rencontre des publics français uniquement avec des idées comme ça. Vous allez vous retourner aussi vers l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez vendre pour l'avenir, on va dire, aux investisseurs français concernant Alger ? Alors, la chose qui a frappé mon ami Nicolas Michelin, on était debout à côté du monument Tahrir al-Fath. Il a jeté un coup d'œil sur tout le Hama, du champ de manœuvre jusqu'à Al-Harrach. Il m'a dit, puis on a visité, donc il a vu toute cette zone qui est appelée à complètement modifier l'image d'Alger. Il m'a dit ça correspond à peu près à 20 ou 25 euromètres. Euromètre, c'est le territoire, Euromètre 2, c'est le territoire qui a été restructuré pour Marseille, année de la culture européenne. Il m'a dit, ce que je vois là, c'est 25 euromètres. Alors il m'a dit, donc énorme. Énorme. Alors quand il a vu les bâtiments, la qualité des bâtiments qu'il y a, il m'a dit, c'est pas possible. Il m'a dit, nous, quand on a 3 cheminées, une vieille maison et un vieux trottoir, on essaie de construire un projet autour de ça. Vous avez, en termes de taille, 20 fois plus, en termes de patrimoine à conserver, 50 fois plus. Il m'a dit, c'est pas possible que ça puisse pas intéresser les architectes, quoi, que ça ne devienne pas le laboratoire, j'allais dire, de ce début de siècle en matière d'architecture et d'urbanisme. C'est absolument effarant. Pour lui, il y a matière à... Monsieur Marhoum, est-ce qu'il y a des oreilles dans le gouvernement, dans les pouvoirs publics ? On sait que vous allez quand même vous rencontrer des walis, vous êtes architecte, vous travaillez sur des projets de wilaya. Est-ce qu'il y a des oreilles à haut niveau
pour comprendre cet enjeu et comprendre cette opportunité qui s'offre à Alger, de ce point de vue? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une sensibilité, qu'il y a une disposition à faire, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, enfin, quand on dit à 25 euros mètre, 50 fois plus que ce qu'il y a, ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'argent quand même. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un enjeu, qu'on peut y aller, quoi? Ou est-ce que le pouvoir politique regarde Alger un peu comme les autres villes d'Algérie, enfin, à la limite? On a eu, je pense, une parenthèse avec Addo où Alger a retrouvé un statut de capitale. Alors je vais dire aux auditeurs, hein, vous n'avez pas toujours parlé comme ça de M. Addo. Hein. Non, je n'ai pas parlé comme parce qu'on a l'impression que... J'étais un des premiers pourfendeurs du projet pour cause de secrets autour de ce projet. Pendant près de 5 ans, on n'avait absolument aucune information sur ce qui se passait. Et bon, il y avait aussi un problème du fait j'allais dire un fonctionnaire, que ce ne soit pas les élus qui portent le projet, et que ça me paraissait un petit peu anormal que ce projet qui devait être porté par les citoyens était porté par une administration dans le secret le plus total. Et puis vous avez changé de point de vue. J'ai changé de point de vue quand on a compris les enjeux, quand la wilaya a commencé à communiquer, et quand on a compris les enjeux, à la limite, je ne parle pas des problèmes techniques ou des problèmes d'architecture. Est-ce que les parkings sont beaux, ils sont pas beaux? Est-ce que les bâtiments, ils sont beaux, ils sont pas beaux? À la limite, ce problème-là est secondaire, parce que les bâtiments évoluent, parce que ça se renouvelle. Mais c'était surtout la dimension politique du projet qui m'intéressait. Cette espèce de, j'allais dire, de changement pacifique, le mot est à la mode. En termes d'urbanisme, c'était assez bien joué, mais c'était assez prometteur et assez porteur que des échelles locales puissent s'installer comme, que la descente de charge, pour une fois, était organisée autour de la locale au lieu qu'elle soit organisée autour d'un certain nombre de départements ministériels. Et c'était important parce que finalement, on inversait un petit peu la descente de charge. Ça pouvait porter, en attendant qu'il y ait des changements, j'allais dire plus sociétaux, plus démocratiques. Je pense qu'on a un peu... il faut faire avec ce qu'il y a. Nous sommes dans un système autoritaire, dirigé, centralisé. Comment est-ce qu'on peut mettre un peu de rouage dedans pour le démocratiser? Je ne suis plus à l'idée de la démocratisation de la société. C'est pas renoncer, monsieur Malhan, il ne faut pas renoncer. C'est des choses beaucoup plus complexes. Et chaque année de retard sur cette question, c'est 10 ans de retard pour que les choses se fassent. Faire bouger une société, quand tu prends les 5 décisions aujourd'hui qu'il faut prendre, il faut mettre 50 ans. Par contre, le système économique, politique est beaucoup plus pas facile. Les engrenages sont plus simples. Et autour de quelque chose qui s'appelle la rationalité économique, qui s'appelle qu'on est dans un monde globalisé, qu'il faut qu'on rejoigne des règles de fonctionnement, d'économie, d'échange qui sont... Aujourd'hui, on ne peut plus se fermer la frontière. Donc par rapport à cette espèce d'ingérence obligée, je pense que... on gagnerait, on n'a plus le choix. Il faut qu'on rentre dans un système de rationalité dans les décisions économiques, qu'on prend dans notre manière d'organiser notre vie. On n'a plus le choix. On n'est plus dans un périmètre fermé où on peut décider. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Autour de cette globalisation, il y a moyen de prendre un certain nombre de décisions, entre guillemets, souveraines, mais qui sont inéluctables, qui peuvent remettre les choses dans l'ordre où elles devraient être. Et ce projet-là, pour moi, participait à cette démarche. Moi, je voudrais vous poser quelques questions un peu plus concrètes. Disons, oui. Bon, vous êtes impliqué dans un certain nombre de projets d'équipement public dans la période récente. Bon, on a cru, en tout cas, moi, j'ai constaté que, disons, le type d'équipement qu'on construisait, qu'on a construit pendant 30-40 ans, qui était très sommaire, etc. Je parle des établissements scolaires, des établissements administratifs. Bon, on a constaté dans la période récente qu'il y avait un souci, semble-t-il, architectural, esthétique, etc., plus grand, disons. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Est-ce que vous l'avez ressenti aujourd'hui dans la commande de ces équipements publics? Est-ce que vous ressentez ce besoin, ou alors on continue d'être dans une démarche moins 10 ans, etc. Est-ce que, comment vous appréciez-vous cette... C'est vrai que le problème de la qualité est un problème complexe à gérer. Bon, c'est vrai que les cahiers de charges énoncent un certain nombre une espèce de volonté de faire de la qualité. Mais il ne suffit pas de vouloir faire de la qualité pour en faire. C'est-à-dire qu'il faut mettre le dispositif, il faut mettre tout le mécanisme pour porter la qualité. Il ne suffit pas de décider, il ne suffit pas d'énoncer ça dans un cahier de charge. On se rend compte dans la manière qu'on a de programmer les équipements,
de programmer leur budgétisation, qu'on est encore dans une espèce de gestion à la moins 10 ans. Voilà. On est encore dans la quantité plutôt que la qualité. Quand vous dites ça, vous posez peut-être un peu le problème de la maîtrise de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un cahier des charges exigeant, il faut aussi avoir les moyens de faire en sorte qu'il soit appliqué, suivi. Il faut avoir les moyens, de payer de véritables honoraires pour les études, de faire une véritable présélection pour les architectes, après d'avoir les entreprises qu'il faut. Alors, voilà. Nous, sur le secteur du bâtiment, l'Algérie des années 70 qui savait réaliser la coupole, qui savait réaliser le 5 juillet, qui savait réaliser encore un logement jour dans les sociétés publiques, cette Algérie n'existe plus. Hein. On ne l'a pas reconstituée depuis 15 ans de Bouteflika, quand même? Absolument rien constitué du tout. 20 ans de logement social, des années dures, hein, entre les années 80 jusqu'en 2000, où on n'avait pas les moyens de réaliser correctement. Et donc, 20 ans de logement social au rabais, avec des études au rabais, avec une réalisation au rabais, tout ça a fait perdre, aux architectes des capacités d'évoluer, parce que tu descends tout vers le bas, aux entreprises des capacités de réaliser correctement, le niveau d'exigence a disparu. C'est difficile quand pendant 20 ans, on marche de travers, de vouloir en 20 ans essayer de remarcher droit et aller vite. Donc on a une carence énorme à récupérer. Tout le tissu industriel du bâtiment a disparu. Qu'est-ce qui reste comme société? Il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup. On dépense énormément d'argent tous les 5 ans en restructuration financière. Et de l'aveu du ministre même, on n'arrive pas à réaliser 80 000 à peine. La masse d'argent qui est versée en termes de restructuration financière, en aide, en recapitalisation, donc ça fait un peu cher le logement pour la qualité qu'on a. Donc on n'a pas... Alors, dans les années 70, il y avait des groupes privés qui participaient activement au gros chantier de l'État. Hein. Pour ne pas faire de pub, mais il y a la cité Egeco, du côté de Badjarrah. Egeco, ça porte le nom d'une société publique, d'une société privée de construction. Ces groupes-là, les Aït Mguillet, les machins, donc ils ont constitué, il y avait un tissu privé qui était capable de devenir les champions de la construction. On a fait après une gestion complètement administrative du marché du logement et du marché de l'équipement. C'était plus des objets marchands, mais c'était des objets politiques avec une espèce de prix administré qui ne correspondait pas à la réalité du marché. En même temps, on a ouvert le marché de l'industrie du bâtiment et on a tous les grands groupes qui existaient à l'époque qui pouvaient devenir des champions, à part certains, Hasnaoui pour le citer, qui sont restés dans le même secteur du bâtiment, mais beaucoup de groupes qui avaient la même taille dans les années 70 se sont plutôt orientés plus vers l'industrie du bâtiment que vers la construction. Il y a une possibilité de rattraper ce gap-là en recréant une offre, enfin une demande destinée à ce type d'acteurs. Oui, il y a une segmentation maintenant. Enfin, les autorités du secteur parlent beaucoup de segmentation du marché, c'est-à-dire disons d'une offre qui serait destinée, disons, aux classes moyennes supérieures, aux classes moyennes, logement social. Ouais, logement. Alors, moi, le premier problème qu'on traîne depuis bientôt 20 ans, c'est qu'on a un État qui, au lieu de jouer son rôle de régulateur, il est acteur. Et je ne connais pas beaucoup de pays où le secteur de la construction est aussi pris par le secteur public. Je veux dire, la construction, l'architecture, tout ça, c'est le domaine du privé. Parce que le marché de la construction, le logement doit rester un objet marchand. Ce n'est pas, c'est-à-dire on ne fait pas de la politique avec du logement. Il faut faire une politique du logement, il faut libéraliser. On est dans un système où, quand on fait un texte de loi, ça commence par « il est interdit de ». Il faut quand même changer de paradigme pour ouvrir le marché. On est dans une situation où, c'est les statistiques nationales qui le disent, il y a 2 millions de logements ou 1,5 million de logements fermés. Je pense qu'il faut peut-être... Parfois, la solution du problème n'est pas dans le problème, elle est à l'extérieur du problème. Si on arrive à mettre les 2 millions de logements qui sont fermés sur le marché, vous imaginez bien que la pression sur le logement va descendre. Alors, pour mettre ces 2 millions de logements sur le marché, presque le problème du logement, c'est celui-là. Comment mettre les 2 millions de logements fermés sur le marché? Aujourd'hui, à vouloir construire au rythme où nous voulons construire, on a une pression sur les matériaux,
On n'arrive pas à avoir assez de ciment, pas assez de briques, pas assez de machins. On n'a pas assez d'architectes, on n'a pas assez d'entreprises, alors que nous avons un gisement d'1,5 million de logements fermés. Il y a quand même un problème de préséance ou de problème à gérer. Comment faire pour que les 2 millions de logements qui sont fermés reviennent sur le marché? Comment faire pour booster le secteur locatif? Si on arrive à mettre 2 millions de logements sur le marché en l'espace de 6 mois, vous allez avoir toute la pression sur le logement qui va diminuer. Donc, vous allez avoir une politique de logement qui va concerner, qui va gagner en qualité, gagner en efficacité, gagner en organisation, gagner en marché. La course que nous menons aujourd'hui est une course perdue d'avance. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que dans le cœur de l'État algérien, il y a un noyau qui entretient une rente foncière et immobilière haute exprès? Il y a une thèse universitaire qui le soutient. Hein. C'est-à-dire que derrière la rente pétrolière, l'autre rente qui fait tourner le système, c'est la rente foncière et immobilière. Et donc, il y a une sorte de rareté factice maintenue par ce noyau dur. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ça? Parce que c'est quand même une vraie question. Si on a 1,5 million de logements qu'on pourrait remettre sur le marché, celui qui a accès facilement au logement et qui peut le revendre, il a moins de rente. Hein. Oui. Non, c'est sûr que nous sommes dans un système où la répartition de la rente constitue quand même l'essentiel de la gouvernance. Le logement fait partie de cette gestion de la rente et le logement permet à entretenir une forme de dépendance, c'est-à-dire c'est une forme de liberté en moins pour le citoyen. Si le logement était taxé... Alors c'est quand même... Voilà, on va parler par exemple de la téléphonie. Il y a 5 ans, il fallait avoir le numéro du ministre pour avoir une puce de téléphone. On a réglé le problème. Le ministre a moins de pouvoir, entre guillemets, voilà, sur ce segment-là. Alors la voiture, c'est la même chose. Il y a 20 ans, il fallait connaître le PDG de Sonacom, il fallait s'inscrire sur la liste. Et on a ouvert le marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est réglé. Il y a la voiture qui coûte 500 000 dinars et sur le même espace territorial pour la même société, il y a la voiture qui coûte 25 millions de dinars. L'État s'étant retiré de ces questions-là et en ayant laissé le marché faire, on arrive à un équilibre. On n'est ni plus intelligent, ni moins intelligent, ni on a plus de besoins, ni moins de besoins que toutes les autres sociétés. Nous sommes quand même câblés et nous voyons ce qui se passe autour de nous. Tu défiscalises. Tu gagnes 10 dinars, tu les gardes pour toi. Par contre, si tu ne veux pas gagner les 10 dinars en loyer, tu payes les 10 dinars en taxes. Et il faut encadrer cette histoire de gestion de la relation bailleur-locataire. Aujourd'hui, même si on a mis un dispositif juridique pour dire que quand je loue à quelqu'un et que ce quelqu'un ne veut pas payer, je peux le faire sortir, dans la réalité, il y a des zones de grâce, il y a le wali peut surseoir à une décision d'expulsion et donc tout ça, il faut le régler de manière simple, claire et nette. C'est comme quand tu franchis une ligne jaune ou quand tu parles au téléphone. Ça ne va pas être plus compliqué que ça. Défiscaliser, taxer les logements fermés et être très strict sur cette histoire de... En consolidant les droits du propriétaire. En consolidant les droits du propriétaire. Et on a un sérieux problème en Algérie, c'est comment aider. Comment mettre un dispositif d'équité et de justice. Qui ne chamboule pas tout le système. Qui ne chamboule pas tout le système. On est depuis 10 ans dans l'aide à la pierre au lieu d'être dans l'aide à la personne. C'est-à-dire que pour construire un logement pas cher, on le construit mal, au lieu de le construire convenablement et aider la personne à acheter le logement au prix qu'il le faut. On peut faire des systèmes d'aide au loyer. Je veux dire, cette histoire qu'il faut payer 35 000 dinars de loyer, l'État, considérant un certain nombre de paramètres, si le couple ne peut pas mettre 35 000 dinars de loyer, l'État peut aider jusqu'à concurrence de 50% ou trouver un mécanisme. L'idée, c'est de trouver un mécanisme d'aide à la personne. Il n'est pas besoin de faire 50 000 projets par an pour vivre. Parce que sur un petit projet de logement, il arrive à vivre convenablement. Qu'on puisse remettre les jeunes dans le secteur du bâtiment, il faut multiplier le prix de la construction par 2, parce qu'aujourd'hui, un jeune, il n'a pas envie de mettre le gmata et mettre de l'enduit de ciment.
Par contre, tu lui mets des techniques de construction qui sont intéressantes, qui sont les nouvelles technologies de construction, vous allez voir, au prix où il faut les payer, vous allez avoir tous ces jeunes qui vont se retourner vers le bâtiment. Aujourd'hui, là, notre manière de faire le bâtiment, de le construire, le prix que nous mettons dedans, fait qu'il ne crée pas d'économie. Moins de 20 dinars, si je le construis à 10 dinars, je n'ai pas fait une économie de 10 dinars. J'ai juste perdu 10 dinars et j'ai perdu du temps et j'ai perdu des énergies et des gens qui se détournent du secteur. On ne crée pas d'emploi. Ce n'est pas normal qu'on ait une crise de chômage alors qu'on construit 1 million de logements par an. Dans tous les pays du monde, je ne sais pas où j'ai lu, ce qu'on a payé, c'est 5 ou 6 ou 10 fois le plan Marshall. Une question, le bon échelon de gouvernance pour une ville comme Alger, avec cette nécessité de ramener le local et le citoyen, donc les instances élues, en face de cette charge qui descend d'en haut, on l'a bien compris, ce serait quoi? Est-ce que l'idée du gouvernorat à l'époque, c'était peut-être pas finalement une si mauvaise idée? Ça dépend de qui l'anime aussi, hein, évidemment. Ça dépend de qui l'anime et... Parce qu'on sent bien qu'on a besoin de plus qu'un wali, finalement. Oui, on le sent, là, depuis tout à l'heure. Voilà. Déjà, le ministre, le wali d'Alger qui a rang de ministre, on a vu, pour le peu, qui a... tous les problèmes, toute cette espèce de dynamique, on va dire ça comme ça, de prise de décision sur Alger, qui a demandé des arbitrages énormes, ça veut bien dire que sur Alger, il faut quand même... Alors le CPVA, qu'on a exclu parce qu'il a été occupé par un élu fils, mais bon, ça faisait sens d'avoir un grand maire d'Alger. Voilà. On paye encore l'époque fils, quoi. Donc, quand on a supprimé 80% des prérogatives des maires, on le paye encore. Aujourd'hui, un maire, pour prendre une petite décision, pour acheter 3 stylos, il peut. Pour acheter le 4e stylo, il faut l'avis du chef d'aïra. Donc, on ne peut pas continuer comme ça à décider de haut en bas. Il faut aller vers la décentralisation. Il faut aller vers mettre en place des enjeux qui intéressent les citoyens et que les citoyens soient intéressés par une carrière politique. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Algérois qui veulent être maires, indépendamment de ceux qui sont liés d'une manière ou d'une autre à un système de distribution de la rente ou de clientélisme? Comment rendre cette question de la gestion publique comment la rendre attractive par rapport aux citoyens. Monsieur Al-Arabi Merhoum, merci beaucoup. Vous étiez le premier invité de la 3e saison de l'invité du direct. Merci d'avoir été avec nous ce mardi matin. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.